Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ces fameuses pages inactives. On les appelle aussi les pages zombies et on parle aussi d'une méthode qui s'appelle le content pruning et qui consiste à supprimer, désindexer des pages, éventuellement les modifier, etc. Et qui consiste à faire un petit peu le ménage, on va dire. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se refocalise un petit peu sur un autre débat. Et je vous ai fait un schéma pour vous expliquer le souci que je constate. Euh, Schéma vraiment magnifique, vous allez le voir, voilà. En fait, on a un problème, voilà, qui a été réalisé. Il y a une action qui a été faite, voilà, par votre client, par vous-même, pour si c'est votre site, qui a engendré une conséquence. La conséquence qu'on connaît aujourd'hui, c'est on descend progressivement, ou sinon on n'arrive pas à redécoller sur des requêtes, on est un peu comme plaqué au sol. Bon, typique, apparemment. Et on fait un diagnostic, comme n'importe quel SEO. Généralement, on parle des solutions. Ça, c'est ce qu'on a mis dans beaucoup d'articles et ce que beaucoup disent en fait sur les réseaux sociaux. Donc, les solutions, elles sont simples. Je détecte, diagnostic, je détecte les pages inactives. Je me base en grosse partie sur le trafic SEO. Si elles sont pas visitées, mes pages, sur environ un an, et si je me pose des questions, etc., qu'il faut, j'apporte une solution, désindexation, modification, suppression de la page, et en fonction de ça, ça remonte un petit peu le niveau général, et ça engendre donc, dernière case, une conséquence. Conséquence, je l'espère, positive pour vous. Alors, le souci, moi, que je constate aujourd'hui, c'est qu'on se focalise sur les trois dernières petites boîtes qui sont ici. Diagnostic, solution et conséquences. On regarde quelles sont les pages inactives, on prend quand même, pour beaucoup, hein, je le vois bien sur Twitter et c'est là le souci pour moi, on prend pour beaucoup une solution radicale de désindexer, supprimer des pages, etc., sans se poser de réelles questions sur ce qui est au début de la chaîne, c'est-à-dire le problème, ce qui a engendré une conséquence négative. Et cette conséquence, elle est notamment due au fait qu'il y a un algorithme derrière, il y a quelque chose qui fait que ça ne lui a pas plu, il a détecté un problème qui fait que votre site est entre guillemets mal noté et vous n'avez pas de visite. Donc, moi, j'en ai un petit peu marre, en fait, qu'on soit sur la fin de la chaîne, là, qu'on soit sur les solutions et les conséquences, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui jouent à un jeu dangereux en n'allant pas sur le problème et en n'essayant pas de le corriger, de le comprendre, parce que même je me mets un petit peu dans l'avenir, hein, quelqu'un qui, on va dire, fait du content planning, voilà, supprime des pages, les désindexe, etc. Ok, il va remonter, très bien. Mais il n'a rien appris là-dessus, pas plus que ça en fait. Il a appris que ça avait un impact de supprimer des pages inutiles, etc., qui n'ont pas de trafic, inactives. Mais globalement, il n'a pas appris de sa mauvaise pratique. Et moi, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, je ne parle pas du tout des pages, vous savez, hein, si je parle de WordPress comme ça parle à tout le monde. Vous savez, ces pages archives par auteur, les tags, les archives par date, etc., ou les taxonomies, etc. Tous ces trucs-là, bon, on peut les désindexer quand même assez rapidement parce que généralement, ça fait plein de contenu dupliqué et tout, c'est un peu la merde. Ça dépend des sites, hein, n'allez pas supprimer là tout de suite maintenant les trucs, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut le faire. Mais globalement, sur ces pages-là, je veux bien l'entendre, mais à partir du moment où on a technique, contenu, popularité qui est pas trop mal, euh, supprimer des pages, désindexer des pages, les modifier sans se poser de réelles questions, ça me pose problème personnellement. Et moi, je trouve que même en disant en fait ce qu'est l'algo, parce que je vais vous le présenter aujourd'hui, et même en parlant du problème et de ce qu'il faut regarder, que ce soit à mes clients ou à d'autres personnes, les gens le font vraiment très en surface. Donc si vous ne le dites pas, ils ne vont pas le faire du tout. Donc aujourd'hui, parlons un petit peu de ces deux premières boîtes qui ont été abordées hein, dans les billets d'Olivier et même de Aurélien là, plus récemment sur le content pruning et d'autres choses. Mais c'est dangereux de supprimer des pages. Si vous avez créé des pages, c'est qu'il y avait une raison. Et quelle a été la raison et pourquoi cette page a été inactive aussi longtemps? Ça, c'est la vraie question. Alors du coup, je vais vous montrer quelques petites choses plutôt sympas. Je vais rendre à César aussi ce qui est à César parce que mine de rien, j'ai pas mal été aidé sur ce coup, même si j'avais remarqué certaines choses. Le comprendre avec voilà, quelqu'un qui maîtrise les algorithmes, le machine learning, tout ça, c'est quand même beaucoup mieux. Donc,
Première chose que je voulais vous dire, on est à plus de 6 mois après la publication du dossier donc sur les pages inactives. Ça a eu un effet un peu boule de neige. Derrière, on a eu des tas d'articles et je vous invite vraiment à bien lire entre les lignes parce que vous voyez quand Olivier par exemple il marque ici, on recommande surtout de supprimer de désindexer alors que moi je conseille avant tout de comprendre pourquoi une page ne fonctionne pas bien en SEO et en dernier recours de la supprimer désindexer. Ça, c'est se poser véritablement les questions. On ne peut pas tout aborder parce que chaque site est différent, chaque thématique est différente, tout ça. Mais moi aujourd'hui j'aimerais vous apporter l'état d'esprit. C'est-à-dire quelles questions je pourrais me poser pour ce site-là. Et concrètement, comment je peux faire pour modifier mon site, tester si ça a un impact ou pas sur l'activité, l'inactivité de mes pages à terme. Donc, vous voyez, ce n'est pas la faute d'Olivier, ce n'est pas la faute d'Aurélien, ce n'est pas la faute de toutes les personnes qui parlent du content planning, des pages zombies, des pages inactives ou de quoi que ce soit d'autre dans ce truc-là. Mais à partir du moment où je vous dis, vous avez technique, contenu, popularité qui est relativement bien, il faut se poser des vraies questions de fond en fait finalement. Et ça peut toucher au business model, ça peut toucher à vos prix, ça peut toucher à l'UX, ça peut toucher à énormément de choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques exemples et c'est pour vous montrer que mine de rien, ça peut avoir un impact. Alors déjà, je rends à César ce qui est à César. Les frères Perronnet, surtout Sylvain avec qui j'en ai discuté quand même assez longuement. Et je vous encourage vraiment à aller à leur formation, surtout Masterclass et la formation sur le machine learning parce que il va tout vous présenter, il va vous montrer des solutions pour pouvoir parvenir à des pages qui vont vraiment améliorer les comportements, etc. Et comprendre comment on peut casser entre guillemets les codes des gens, de ce qu'ils veulent, etc. Et je vous encourage bien évidemment à regarder ce podcast qu'on a fait juste après le billet de Webrock Info et que personne n'a vu, 314 vues, je m'en fous des vues, mais c'était écrit là la solution, c'est ça qui me fait rire, Learning to Rank. Et je trouve ça tellement dommage que personne n'ait relevé que c'était ça la solution. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont tapé ce qui était Learning to Rank, mais Learning to Rank, c'est vraiment un truc qui est vachement utilisé dans le secteur du machine learning. Et malgré qu'aujourd'hui, je vais vous faire une présentation qui est très sommaire, qui n'est pas du tout experte et où les puristes vont surtout, je pense, me défoncer, voilà, c'est quand même dommage de passer à côté de la solution qui est dans un podcast. Donc voilà, je l'avais refait visuellement et puis comme ça, vous verrez en live vraiment c'est quoi le problème. Alors du coup, récapitulons. On se focalise sur le diagnostic de pages inactives, des pages qui n'ont pas de visite. À partir de là, tout ça, ça nous fait chuter notre site globalement. Et puis sur beaucoup de requêtes, ça se passe mal. Et puis c'est bizarre parce qu'il y a des requêtes où ça monte, des requêtes où ça monte pas, des requêtes où ça chute. Bref, c'est un petit peu bizarre. Et puis on se dit, ouais, c'est Panda, ou c'est Pingouin, ou c'est c'est un problème technique, ou je ne sais quoi. Ouais, ça peut être ça. Mais à partir du moment, moi personnellement, j'ai eu des cas clients où on avait tout fait au niveau technique, contenu, popularité, même s'il y avait des problèmes stratégiques et tout, globalement, le site est censé être mieux compris. Et ça ne remonte pas, alors qu'à un moment, il y a peut-être 2, 3, 4 ans, ça montait très bien et ça fonctionnait très bien, il n'y avait pas de souci. Et en fait, le problème, il est lié en partie, je ne vais pas dire que à ça, mais en partie, à ce type d'algo, de type Learning to Rank. Learning to Rank, donc la machine en fait va apprendre de feedback, de données qu'on va lui envoyer pour classer, ranker quelque chose. Et en fait, par exemple ici, vous avez une possible architecture d'un moteur de recherche basé sur le Learning to Rank. Donc c'est pour ça que je pense que les puristes vont un peu me détester dans cette vidéo, mais bon, c'est pas bien grave. Je laisse pour le coup les frères Perronnet et puis tous ceux qui font du machine learning parler de ce type d'algo et en formation, parce que je ne suis pas du tout compétent en termes de mathématiques et machine learning. Mais voilà, pour que vous puissiez comprendre, parce que des fois on a besoin d'utiliser des mots simples. Bon là il y a un premier schéma, voilà, donc on retrouve la partie de base, on va dire, d'un moteur de recherche. Donc, on a des documents qui vont être crawlés, indexés dans un index. À partir de là, il y a un utilisateur qui envoie une requête. On récupère certaines choses dans l'index parce qu'il y a des annotations, parce qu'on a super bien organisé les choses, etc. etc. Et on a un modèle de ranking qui va en fonction de différents critères, en fonction aussi d'algorithmes d'apprentissage, et puis des données forcément qu'on envoie derrière,
va en fait aller derrière donner une page de résultats. Alors, ce système, bon, il est très très simplifié. Moi, j'ai trouvé un autre système qui n'est pas un moteur de recherche. Je tiens bien à le souligner. Ce n'est pas un moteur de recherche, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est tellement plus parlant d'avoir un schéma comme ça qui est relativement bien fait. Donc, je vous ai sorti voilà, ce schéma-là. Ce schéma-là qui semble être donc un truc par rapport à des offres d'emploi. Donc, on a une application, une interface, voilà, où on envoie une requête. On a un système, un moteur de recherche, on va dire, qui va aller chercher des documents dans un index. C'est pas Elasticsearch, hein, au passage. Et du coup, bon, ils vont converser, on va dire, entre guillemets, ensemble. Et puis, ils vont renvoyer de base, je parle juste de la partie de droite là, de base, tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. C'est voilà, requête, un moteur étudie la requête, l'historique, les habitudes, etc., le moment de la journée, machin. Et puis à partir de là, on va aller chercher les documents qui correspondent à la requête, simplement. Sauf que ce truc-là qui est à droite, je dis bien à droite, hein, vous voyez mon pointeur, cette partie-là à droite, c'est quelque chose qui est très... alors, je dirais c'est toujours conditionnel, mais là pour le coup c'est conditionnel avec des poids, vous savez, ces fameux 300, 400 critères dont on entend parler dans le référencement. C'est voilà, j'ai mis un mot-clé dans la balise title, j'ai mis un mot-clé dans le H1, etc. J'ai une super technique, j'ai des backlinks, j'ai du contenu, je développe mon site, etc. Bref, si vous faites votre boulot sur ces trois grands axes, technique, contenu, popularité, eh bien globalement, ce système qui est à droite sur cette image, vous y répondez quand même beaucoup. Et ça, c'est ce qu'on connaît, on va dire, depuis les années, fin d'années 90, 2010, quoi. C'est tout le développement des moteurs de recherche et notamment de Google qui fonctionnait comme ça. Bon là c'est très 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 simplifié, je vous invite à aller sur des documents beaucoup plus détaillés et pourquoi pas aux formations des Perronnais pour comprendre vraiment comment fonctionne un moteur de recherche. Mais bref, ce que je voulais vous dire, parce que c'est vraiment là le truc, aujourd'hui on est face à un algo, a priori, je dis bien, parce qu'on ne sait jamais ce que Google fait, on est a priori sur un algo de type learning to rank. Et donc la partie de droite fait un classement. Donc on a un classement, admettons, bon bah voilà, j'ai fait une telle requête, une telle optimisation, j'ai une super page, c'est-à-dire on l'analyse, etc. On a une super bonne note, on a des backlinks, on a une super technique. Hop, admettons, on est troisième. D'accord? Eh bien, on est troisième et à partir de là, donc le moteur de recherche, lui, il a une autre partie à gauche avec, vous voyez ici, ce qu'on appelle un re-ranker. Un re-ranker, c'est quelque chose qui va changer un petit peu le ranking, entre guillemets, par défaut. Je ne sais pas si c'est les bons termes, c'est un peu frustrant. Mais bon, bref, le re-ranker va pondérer positivement ou négativement tout simplement les résultats qui sont positionnés. Donc là, on était troisième. Si ça se trouve, voilà, si on a un super bon comportement, si les feedbacks en fait, qui passent en coulisses ici, qui vont ensuite dans le processus de machine learning, s'il décide que c'est positif, que tout le monde est super content, etc., bah, il peut tout à fait nous monter positivement. Et donc de troisième, on peut passer par exemple à premier. Par contre, si au fur et à mesure des feedbacks qu'il reçoit, donc c'est vraiment comme un radar tronçon, hein, c'est dans le temps, si la majorité de ces feedbacks sont négatifs, il est possible que pour telle requête, voilà, on puisse chuter parce que bah, il va ré-ranker. C'est-à-dire, vous avez beau avoir une super page, encore une fois, technique, contenu, popularité, nickel, malheureusement, si les feedbacks derrière qui sont finalement en coulisses, qu'on ne voit pas forcément, on a quelques infos sur Google Analytics, on sait à peu près comment fonctionnent les gens via voilà, les taux de conversion, etc. Mais globalement, vous avez combien de personnes qui commandent sur une fiche produit? Vous allez avoir quoi? Entre 0,5% et, allez, je vais à l'extrême, 10% de taux de conversion, d'accord? Même 30% si vous le voulez. Qu'est-ce que vous faites des 70 à 90 à 95 à 99% de personnes qui n'ont pas converti? Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Est-ce que derrière, ils font une action, ils vont sur une autre page? Est-ce qu'ils vont partir et retourner sur Google pour vous faire le processus de pogo sticking? Ça aussi, hein, c'est du machine learning en quelque sorte. Toutes ces choses-là participent à ré-ranker en fait un classement par défaut. Donc, classement par défaut via des critères qu'on connaît, certes, mais aujourd'hui, beaucoup plus de processus dans le temps qui vont observer, tout simplement observer, etc. Et regardez, bon bah voilà, je pense que bah, d'après tout ce que j'ai comme information, d'après les tests que j'ai fait de le positionner plus haut, plus bas, etc., machin, ou de faire même par paire, ou je ne sais quoi, globalement, ce site doit monter, ou ce site doit descendre. Dans le temps, toujours.
Donc, il faut vous poser les bonnes questions déjà par rapport à ce système-là, c'est qu'il est quand même assez dynamique. Et il peut se baser sur beaucoup de critères à partir du moment où il apprend en fait. Il peut apprendre de comportement. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et je pense que ça, c'est une erreur, parce que souvent, on me sort ça par téléphone. Les gens me disent: ah, mais j'ai un super taux de rebond sur l'URL. Ah, j'ai un super temps passé sur l'URL. Regarde, les gens, ils convertissent. Ok, très bien. Convertir, c'est déjà bien. Avoir un taux de rebond moyen sur une URL qui est correct, c'est bien. Avoir un temps passé qui est supérieur à 1, 2, 3, 10 minutes, pas de problème. Ok, c'est cool. Mais en fait, ce n'est pas l'URL plus que ça qu'on veut. C'est surtout savoir pour telle requête, pour X requête, est-ce que cette URL, elle est performante. Et cette data-là, on ne l'a pas. On ne l'a pas sur la Search Console, on ne l'a pas sur Google Analytics. Les seuls moyens que vous avez, c'est éventuellement de faire un petit peu des tests utilisateurs ou d'observer avec des outils comme Yandex Metrica ou comme Matomo, etc. Enfin bref, Hotjar. Vous regardez un petit peu chaque session et vous regardez comment la personne se comporte. Et puis voilà, si vous regardez pour une somme d'URL, vous pouvez à peu près savoir qu'est-ce qui bloque. Là, il a cru que c'était peut-être un article de blog, et en fait c'était un produit. Là, le prix, apparemment, il ne semble pas lui plaire. Là, les dispositifs de réassurance, ils ne sont pas présents, donc potentiellement, il ne convertit pas. Bref, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de la navigation, ça peut venir des éléments de rassurance, les avantages que vous avez par rapport à un concurrent, ça peut venir de votre prix, ça peut venir de tout un tas de choses finalement. Après, oui, effectivement, une page est inactive. Généralement, c'est parce que ouais, en SEO, on n'a pas franchement fait le travail jusqu'au bout. Mais encore une fois, à partir du moment où vous faites technique, contenu, popularité, si vous commencez à baisser, si vous commencez à ne plus pouvoir décoller, vous êtes plaqué au sol, c'est vraiment ça qui revient à chaque fois. Posez-vous la question, c'est peut-être un truc qui est un petit peu sous-jacent, qui passe en coulisses, vous avez des datas qui sortent, qui peuvent être récupérées par Analytics, qui peuvent être récupérées tout simplement par le fait que les gens cliquent sur les concurrents, sur la SERP au lieu de vous, ce fameux pogo sticking. Ça peut venir de tout un tas de choses. Donc, moi aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle de ce débat. Je ne veux pas me proclamer expert de machine learning ou proclamer expert du learning to rank, je ne le suis pas. Mais essayons de parler vraiment de ça, essayons de comprendre comment on peut faire des meilleurs sites et voilà, comment voir la position des éléments si elle est bonne, comment voir si le test que j'ai mis, vraiment il est lu ou pas, et s'il est intéressant, et s'il favorise, je ne sais pas moi, des clics, de la navigation ou la commande, je n'en sais rien. Essayons de nous poser les vraies questions. Et ce sont des questions, je pense, qui touchent à l'UX, qui touchent à tout ce qui est amélioration du taux de conversion, qui touchent aussi à essayer de, vous savez, faire naviguer les gens, essayer d'avoir, ça va avec l'expérience utilisateur, mais essayer de les aider. Vous voyez, faire le partage, quoi, sharing. Alors du coup, bon, je vous ai sorti deux exemples. Deux exemples qui sont un petit peu, je dirais, atypiques, hein, on ne les voit pas souvent, ces exemples-là. Je vous ai sorti un site, alors qui n'est pas le site d'un client, c'est un site voilà, qui, pour le coup, est complètement arbitraire. Je vous ai sorti le site de Dior. Le Dior, mais je tiens à le dire, et désolé pour Dior s'il m'écoute, je l'ai modifié en live. Je n'ai pas hacké ni rien, hein, c'est juste dans mon navigateur. Donc Dior. Dior, donc ils ont une catégorie sur leur site pour acheter des bracelets, vous le voyez en haut. Hein. Et en fait, le H1, voilà, c'est bracelet. Le title ici, c'est bracelet. C'est déjà un mot-clé qui est pour moi beaucoup trop large. Et surtout, on est sur une boutique. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je sais que parfois, on peut avoir la tête dans le guidon en tant que SEO et même en tant que client. Parfois, on a des règles qui nous disent le contenu doit être le plus haut possible, le contenu doit être à tel ou tel endroit. Et par exemple, des choses qu'on a pu faire et qu'on fait toujours, pour beaucoup, en fait, on ne se met pas en question par rapport à ça. On met des textes SEO comme ça. Alors, bon, là, je l'ai fait vraiment de manière crade, mais c'est pour aller à l'extrême. J'ai mis du lorem ipsum. Et vous voyez, quand on arrive sur une page comme ça, on s'attend à voir une boutique, et en fait, on voit un gros texte comme ça, on peut se dire, bon, je suis sur un site éditorial ou autre chose. Même si j'avais super bien écrit, etc. Est-ce que, moi je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que la personne, elle voit un site e-commerce? Non. Et moi, c'est Sylvain qui m'a posé cette question. Et c'était pour un site client. Et honnêtement, hein, les produits ils étaient juste en dessous. Hein. Et Sylvain m'a dit, là, tu vas sur mobile, tu vas sur desktop, tu vas sur n'importe quel périphérique, tu vois ça. Qu'est-ce que tu te dis? En premier lieu,
Bah voilà, c'est un site normal quoi. Oui, mais c'est un site éditorial. Bah oui, ça peut être éditorial. Tu descends, tu scrolles. Les gens disent, ouais, bah le mec il a juste à scroller. Sauf que qui scrolle aujourd'hui? Est-ce que 90% des personnes qui sont sur votre site, qui ne commandent pas, etc., ont scrollé? Et quelle proportion scroll en fait pour aller voir les produits? Ça, c'est un premier point. Clairement, quand on arrive sur une page comme ça, qui est censée être commerciale, qui doit vendre, qui doit proposer donc, des produits avec des prix, des boutons ajoutés au panier, des fiches produits ensuite, etc., on doit voir quand même assez rapidement cette boutique. On va se dire, oui, je suis sur la boutique Dior. Je ne dois pas être sur ce texte-là. Donc là, au niveau de l'UX, c'est pas bon. Et pourtant, vous voyez, vous mettez une page, bon là, il y a des problèmes de petits SEO, mais globalement, admettons, on aurait fait des super optimisations partout, super texte, super machin, les titles, les méta, tout ce que vous voulez, hein, même les critères plus avancés. Vraiment, on a fait tout ce qui était dans les critères techniques, contenu, popularité. Vous arrivez sur cette page, qu'est-ce que vous vous dites? Tout simplement, c'est une page éditoriale. Mécaniquement, pour le SEO, ça peut fonctionner. Vous allez avoir une bonne note, entre guillemets. Mais c'est une note par défaut et qui, à terme, via les comportements, les gens ils vont sans cesse scroller ou ils vont pas scroller du tout, ils vont partir ou autre chose. Bah, ça peut vous faire tomber. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, le texte, bon, si on en a besoin, peut-être le mettre un petit peu plus bas, pas trop haut, mettre les produits plus en avant parce que c'est vraiment l'objectif premier de la page. La requête, bon là je vais en reparler juste après, mais globalement elle est trop large. Peut-être que pour Dior, il faudrait que ça soit un petit peu plus précis, un petit peu plus typé luxe, je ne sais pas, il faut voir, après ça dépend de leur stratégie. Mais en tout cas, moi je vous ai sorti une petite vidéo pour qu'on se marre un petit peu aussi, quoi, mais ça me fait penser un petit peu à ça, quoi. Je peux vous aider? Non. Vous êtes sûr? Non, non, c'est Je bon, peux vous c'est aider si vous voulez. C'est bon. Je vous aide. Non, c'est bon. Ma chérie, pardon. Voilà. Le mec un petit peu lourd, en gros, qui vient vous voir. Le vendeur qui vous dit son discours. Voilà, alors ceci, vous allez pouvoir faire cela. Et puis qui vous tire la jambe, mais je ne sais pas pendant combien de temps. Et vous avez juste une seule envie, c'est de partir. C'est pas du tout ce genre de choses qu'il faut faire. Donc, ça, c'est la première chose. C'est vous êtes sur une requête commerciale, eh bien, faites du commercial. C'est le rôle d'un site e-commerce, par exemple, avec catégorie fiche produit. Si vous êtes plutôt sur des requêtes éditoriales, informationnelles, les gens tapent voilà, comment faire ceci, comment faire cela, ou qu'est-ce que ce truc-là, bon essayez de vous dire c'est quoi l'intention qu'il y a derrière. Essayez d'aller voir même en navigation privée ou je ne sais quoi, essayez de voir qu'est-ce que proposent les autres, essayez peut-être de voir qu'est-ce qui est en commun, qu'est-ce qui ressort le plus, et globalement pourquoi Google les aurait classés en fait en SEO, quoi. Et à partir de là, vous pourrez déjà faire quelques optimisations peut-être qui vont changer un petit peu la donne pour vos pages. Ensuite, autre chose un petit peu plus fourbe, mais qui peut tout à fait être un problème sur un site, je reste sur Dior, on est sur une page comme ça. Admettons tout était nickel. Donc moi, pas de souci, hein, je suis en train de chercher un petit bracelet, et puis je tombe chez Dior. Eh bien, admettons, je suis issu de la classe populaire, est-ce que je vais commander? Je vais peut-être rêver, je vais peut-être scroller pour voir qu'est-ce qu'ils produisent, mais vous voyez ce genre de choses, je les trouve à 2 € sur des marchés. Bon, c'est pas du Christian Dior, ça sera de la contrefaçon sinon. Mais bon, globalement, voilà, 290 € pour quelqu'un qui a un budget entre 10 et 100 € pour un bracelet. En fait, il va avoir une manœuvre d'évitement. Et pourquoi je vous parle de cette manœuvre d'évitement? C'est exactement pareil que quand vous êtes dans une rue. Admettons que vous avez quelques sous en poche, vous avez un budget, voilà, machin, mais vous n'avez pas le budget pour acheter du Dior. Qu'est-ce que vous faites quand vous passez devant une boutique comme ça? Vous regardez la vitrine, il n'y a pas les prix, ou il y en a mais ils sont très chers. Est-ce que vous rentrez? Pour certains curieux, oui, on va rentrer. Ah tiens, je vais aller chez Dior, c'est joli, etc. Et pour beaucoup, on va avoir une manœuvre d'évitement, qui est simplement de se dire oh, c'est trop cher là-dedans, je ne vais pas rentrer. Voilà. C'est comme si voilà, on rentrait chez Tesla, on rentrait chez Porsche, tout ça. On peut aller voir les voitures comme ça par curiosité, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de les acheter? Non. Et en fait, dans une boutique, pignon sur rue, c'est pas très grave parce que vous rentrez, ça, bon, ça leur fait ni chaud ni froid. Éventuellement, si vous commencez à faire le con, ils vont vous demander de sortir. Mais sur le web, ça se justifie comment? Malheureusement, on arrive sur un site comme donc celui de Dior ou tout un autre, hein, ça peut être tout autre site. Voilà, j'ai 50 € de budget, j'arrive ici. Ah putain, tout est au-dessus de 300 balles, je pars en arrière. J'essaye de faire le truc de budget, tout ça, il n'y a rien, ouais, je me casse. Finalement, j'aurais rien commandé, j'aurais pas été actif plus que ça, j'aurais pas été comme un vrai client. Donc,
là, bon, c'est sur la cam, voilà, on voit, ok. Sur un cercle qui correspond à vos utilisateurs, donc admettons 100 personnes. Sur ces 100 personnes, soit 100%, quelle est la proportion de personnes qui vont avoir les moyens de pouvoir payer vos produits s'ils tapent cette requête? Parce que, par exemple, là, on tape bracelet. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir affaire à tout type de personnes. Des personnes qui cherchent des bracelets fantasy, donc en plastique, en matériaux vraiment, vraiment pauvres, ou on peut avoir affaire à des personnes qui cherchent vraiment du dur pour le coup. Mais globalement, quelqu'un qui tape bracelet, c'est tellement large que vous tapez des cibles. Voilà, c'est large chez large. Alors, il n'y a plus que le problème de, vous savez, la longue traîne, etc., la précision, la conversion, etc. Là aussi, c'est une question de cible. C'est qu'il faut connaître votre client, se dire, bon, bah, c'est une personne voilà, qui peut potentiellement mettre plus de 300 € dans un bracelet et qui, je dirais même, sa tranche basse, c'est 300 balles et sa tranche haute, c'est 1500, 3000, 5000 €. Et globalement, si vous réfléchissez comme ça, il faut que vous trouviez la requête qui correspond à cette cible-là. Bracelet, c'est pas bon. Bracelet en or, c'est pas forcément bon non plus. Parce que bracelet en or, voilà, quelqu'un qui est de la tranche populaire ou même classe moyenne, est-ce qu'il peut vraiment acheter un bracelet en or à plus de 400 ou 800 ou 1500 €? Non, probablement pas. Et c'est là où peut-être il faudra mettre une requête un petit peu plus typée luxe. Alors, les fiches produits, je suppose, sont bien optimisées et on va aller chercher le Prestige Dior, ce modèle particulier qui est sorti chez Dior. Je suis tellement au courant de chez Dior que je vais tomber directement sur la fiche produit. Ça peut être une stratégie, mais en ce qui concerne les catégories en tout cas, s'ils veulent vendre ces bracelets-là, moi, peut-être déjà, je leur dirais, faites attention au ciblage. Bracelet, c'est pas bon. Bracelet, alors là, je ne sais pas comment ils sont, s'ils sont en euro ou pas, mais je vais faire une requête qui existe peut-être pas, mais bracelet de luxe, Dior par exemple, voilà, ça peut être intéressant. Après, peut-être que les gens tapent bracelet Dior, mais en tout cas, s'ils continuent d'être sur bracelet là tout court, ils vont viser bracelet Dior et ils vont viser bracelet Dior, c'est tout. C'est-à-dire que la plupart des autres requêtes de bracelets, bracelet en or, bracelet en argent, bracelet en, je sais pas, en étain ou je ne sais quoi, toutes ces choses-là, ça va passer un petit peu à la trappe. Donc il y a une proportion de requêtes que vous pouvez positionner avec une page, parce que Google estime que vous êtes légitime pour cette requête-là. Et il ne faut pas vous blâmer s'il vous fait descendre. Il faut essayer de comprendre pourquoi il vous a fait descendre. Et si c'est légitime, voilà, vous dites, bon, c'est peut-être le prix qui a gêné, etc. Parce que les autres à côté, ils ont des prix qui sont plus bas. À partir de là, vous pouvez vous dire, bon, peut-être que je rentre des produits qui ont un prix plus bas. Ou au pire, que je change de direction et que je me dis, en fait, je vais viser que des requêtes de luxe ou moyen au niveau du prix, quoi. Bref, voilà, ça c'est deux exemples. Se tromper d'objectif pour la page, un business model ou voilà, une apparence ou je ne sais quoi qui ne va pas. Ça peut être aussi la position des éléments, ça peut être les liens qui sont pas simples à trouver, ça peut être l'expérience de manière générale qui ne va pas, le site est lent, on se barre, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Donc il faut essayer de travailler avec des UX designers, ça je pense. Je pense qu'il faut travailler avec des gens qui connaissent aussi les mécanismes de la conversion. Je pense qu'il faut apprendre des comportements de nos utilisateurs, d'où ils peuvent venir, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Là, je voyais un tweet de Olivier, par exemple, sur Twitter, du coup, qui disait, voilà, le desktop, le trafic sur desktop est toujours assez élevé, mais le mobile, voilà, il pète fort quand même et il monte. Et ce que je lui ai répondu, je pense que c'est un bon débat, aussi intéressant que celui-ci, c'est de se dire, ok, sur desktop, parfait, les gens, ils y vont toujours. Mais sur mobile, quel type de requête on tape? Les définitions, les trucs rapides à lire, des vidéos, des trucs qu'on peut vraiment prendre tout de suite, même des applications ou autres, pas de problème, ça sur mobile, je comprends. Mais un tutoriel où on va se mettre vraiment devant pour faire les choses ou autre chose, quelque chose où on va télécharger un PDF, etc. Vous allez vraiment vous faire chier à lire ça sur mobile. Vous allez aller au mieux aller sur une tablette ou une phablette et je dirais même on va tous aller sur desktop en fait pour ce genre de truc là, on va même l'imprimer pour certains. Donc
il faut se poser les bonnes questions. C'est des débats de fond. Il y a une certaine partie de la population qui fait quelque chose, il y a une certaine autre partie de la population qui va faire autre chose. Posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être une question de ciblage, peut-être une question du X, peut-être une question que vous savez, je sais pas, une connerie sur votre site et vous devez faire un audit. Moi, ce que je vous recommande en tout cas, c'est faites déjà tous les critères du référencement basique. Technique, contenu, popularité. Et à partir de là, si vous voyez que ça ne remonte pas, si vous voyez que vous êtes bloqué, que vous tournez en rond, etc., posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas les prix qui gênent? Est-ce que la présentation des produits est bonne? Est-ce que les textes sont au bon endroit? Etc., etc., etc. Et à partir de là, si tout le monde navigue bien, si tout le monde convertit, si vous arrivez à montrer aux moteurs en fait, et aux utilisateurs que vous avez un bon site, que vous êtes là prêt à tout le temps commander, et ben ça va faire des super trucs. Vous prenez Amazon, on fait sans cesse des tests AB. On fait sans cesse des tests pour améliorer la conversion. Vous prenez leur panier, c'est pas un panier conventionnel. Enfin, il y en a très peu qui font une landing page où on ne peut pas sortir, etc., etc. C'est pour beaucoup de gens, tout le monde dit que c'est risqué, mais en attendant, Amazon le fait et ça reste une des premières boutiques au monde. Donc, il faut se poser quand même les bonnes questions et je pense que ça devrait se décanter au fur et à mesure. Mais parlons en tout cas, je reprends mon schéma merdique, mais arrêtons de parler de la solution seulement, de désindexer, de supprimer les pages ou de modifier les pages pour les regrouper, etc. Posons-nous vraiment la vraie question. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a pu poser une conséquence, un algo de type learning to rank qui nous fait chuter? Parce que votre diag, là j'ai l'impression que c'est juste, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes quand même, c'est je prends la liste des pages qui ne font pas de trafic et je les désindexe direct. Je ne me pose pas de questions plus que ça, je le fais à la filée. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, sur ce, mon avis sur le content pruning et les pages inactives. Je vous laisse débattre dans les commentaires, je vous laisse partager la vidéo, je vous laisse la liker si vous le souhaitez ou la unliker si vous n'aimez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, ciao ciao.